Bonjour, je m'appelle David Vauclair et je suis ravi de vous retrouver dans Au cœur du monde pour ce 165e numéro. Vous connaissez bien notre objectif hebdomadaire, 5 nouvelles de relations internationales qui auront pu retenir votre attention et la mienne. Ce podcast s'intègre dans tous ceux proposés par les écoles du groupe Compétences et Développement et je vous encourage à aller à leur découverte. Commençons par un petit tour du monde dans les coulisses du renseignement international. Vous l'avez compris, on va parler d'espionnage. Saviez-vous qu'Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, voudrait créer son propre service de renseignement européen? L'idée, harmoniser et renforcer la sécurité du continent face aux menaces grandissantes d'un monde bien moins libéral. Mais ça grince des dents, certains États ne veulent pas partager trop d'informations, d'autres accusent von der Leyen d'un coup de force et certains ont peur des fuites, tous les pays membres ne partageant pas toujours les mêmes préventions face aux mêmes acteurs. En plus, cette structure ferait doublon avec une unité déjà dirigée par la diplomate Kaia Kallas. Bref, un projet ambitieux mais très contesté. En France, on découvre que la DGSE disposerait de fonds secrets créés par le général de Gaulle à partir des réparations allemandes, un fonds destiné à garder les services secrets opérationnels, même en cas d'invasion. Sauf qu'une partie de cet argent a été investie dans un groupe de luxe français et surtout que le gestionnaire aurait détourné une partie des sommes. Deux agents l'auraient alors intercepté en 2016 à l'aéroport Charles de Gaulle en lui montrant des photos de surveillance de sa famille pour le faire craquer. C'est l'ancien patron du service, Bernard Bajolet, qui est aujourd'hui jugé dans cette affaire qu'il nie totalement. Le procureur n'a requis aucune peine étant donné la réputation de grand serviteur de l'État de M. Bajolet. Il s'agit néanmoins d'un moment critique pour la DGSE alors que l'agence fait face à des interrogations face à son incapacité à avoir anticipé l'invasion de l'Ukraine, l'abandon par l'Australie des sous-marins français ou encore les coups d'État en Afrique de l'Ouest comme au Mali ou au Niger. En Serbie, on se croirait dans un Le Carré. Un homme d'affaires britannique et son contact chinois ont été arrêtés à la demande des États-Unis pour espionnage au profit de la Chine. Tous deux ont mystérieusement disparu de leur résidence surveillée à Belgrade, leurs bracelets électroniques ont cessé d'émettre et ils ont été exfiltrés vers la Chine par un jet privé. Une opération digne des plus grands romans d'espionnage. Et puisqu'on parle d'arrestations demandées par les États-Unis, les autorités thaïlandaises ont arrêté un mystérieux citoyen russe de 35 ans dans un complexe hôtelier de Phuket en vue d'une éventuelle extradition vers Washington. On dit qu'il pourrait s'agir d'Alexei Loukatchev, le célèbre pirate informatique de l'unité 26165 du renseignement militaire russe, recherché par le FBI pour cybercriminalité lors des élections américaines de 2016. Toujours en Asie, en Corée du Sud, l'ancien chef du renseignement, Cho Tae-yong, vient d'être arrêté. Il est soupçonné d'avoir participé l'an dernier à la tentative de coup d'État menée par le président Yoon pour imposer sa loi martiale. Cho nie tout, mais une vidéo compromettante le montre emportant un projet de décret illégal dans sa poche. Autant dire que l'affaire s'annonce explosive. Au Canada, le nouveau chef du renseignement, Dan Rogers, a fait des révélations inquiétantes. Son agence aurait déjoué des opérations iraniennes, russes et chinoises, allant de tentatives d'intimidation de dissidents jusqu'à l'espionnage dans l'Arctique. Un rappel que le Canada est loin d'être en dehors des jeux d'influence mondiaux. Je vais vous laisser tirer les conclusions que vous voulez sur un monde du renseignement qui est souvent plus proche de nous que l'on ne le croit. Poursuivons avec des tensions grandissantes entre la Chine et le Japon. Comme vous le savez, la nouvelle première ministre japonaise Sanae Takaichi a déclaré devant son parlement que toute action militaire chinoise contre Taïwan pourrait constituer pour le Japon une situation menaçant sa survie, ouvrant théoriquement la voie à une intervention militaire japonaise selon la loi de sécurité de 2015. Cette phrase, pourtant logique du point de vue japonais, Taïwan est seulement à 110 km et les routes maritimes sont vitales, a provoqué une réaction furieuse de la Chine qui a brutalement menacé Takaichi par la voix d'un de ses diplomates à Osaka. Il a déclaré « Vous aurez votre sale coup tranché ». Pékin a également déconseillé à ses touristes de se rendre au Japon, a averti Tokyo d'une future défaite écrasante, a intensifié les incursions dans les eaux des îles Senkaku-Diaoyu contrôlées par le Japon, mais revendiquées par la Chine. Alors pourquoi une telle surenchère? Parce que le profil de Takaichi compte pour beaucoup. Protégée de Shinzo Abe, elle est connue pour ses positions très fermes vis-à-vis de Pékin. Il y a aussi le contexte juridique. La loi d'Abe permet au Japon d'entrer en guerre si sa survie est menacée. Pour la Chine,
Takaichi suggère un changement majeur sur la question de Taïwan. Et enfin, il y a les objectifs chinois, tant les gains de carrière pour les diplomates, qui savent l'être moins, les loups guerriers, d'un point de vue individualiste, que d'un point de vue plus large, la déstabilisation politique de Takaichi et plus généralement du Japon, la dissuasion par cet exemple que d'autres pays soient tentés d'évoquer Taïwan, ou encore la normalisation d'un tempo militaire bien plus agressif en mer de Chine, qui peut préparer à des opérations militaires. C'est d'ailleurs la véritable question, le risque réel d'invasion de Taïwan par une puissance nucléaire qui disparaît derrière le vacarme orchestré par Pékin. Pendant que l'on commente les outrances verbales de ces diplomates, la Chine continue d'augmenter sa présence militaire près du Japon. Tokyo a d'ailleurs envoyé un haut responsable, Masaaki Kanai, à Pékin pour tenter de calmer la situation. Continuons avec un point sur l'énergie. Un mouvement inattendu secoue les marchés. Les prix du Brent ont plongé après deux signaux opposés, mais tout aussi surprenants. D'un côté, l'OPEP, longtemps alarmiste sur un déficit pétrolier imminent, annonce soudain un marché équilibré pour 2026, porté par une production bien plus dynamique que prévu, notamment aux États-Unis. De l'autre, l'Agence internationale de l'énergie publie trois scénarios. Si rien ne change, la demande d'or noir continuera de grimper jusqu'en 2050. Si les politiques actuelles sont pleinement appliquées, le pic pétrolier pourrait arriver autour de 2030 et dans un scénario net zéro encore plus tôt. Mais au-delà des chiffres, l'enjeu est géopolitique. L'AIE rappelle que l'énergie est devenue un champ de tension majeur. Les minerais stratégiques essentiels aux technologies vertes sont désormais raffinés presque exclusivement par la Chine, qui contrôle 19 des 20 chaînes de valeur clés. En parallèle, la montée en puissance des économies émergentes, Inde, en Asie du Sud-Est, en Afrique, transforme le centre de gravité énergétique mondial, tandis que l'explosion des centres de données fait de l'électricité la nouvelle ressource de pouvoir. En somme, l'avenir de la géopolitique se joue désormais autant dans les barils de pétrole que dans les gigawatts, et ça, c'est la nouvelle bataille qui façonnera le siècle. Achevons avec Niue, une nation insulaire du Pacifique, population de moins de 2000 habitants, capitale Alofi. Son premier ministre Dalton Tagelagi s'est rendu en Nouvelle-Zélande pour signer une première déclaration de politique fondamentale établissant officiellement le partenariat de ces deux pays. Pourquoi? Parce que vous vous souviendrez que les Néo-Zélandais ont eu quelques frayeurs cette année quand les îles Cook ont soudainement signé un traité de partenariat avec la Chine. La Nouvelle-Zélande, comme l'Australie, s'efforce donc désormais de signer des pactes avec leurs voisins pour éviter une remise en cause de leur position et de leurs intérêts dans le Pacifique. Notons par ailleurs que le chef du contre-espionnage australien a à nouveau accusé des pirates informatiques liés à Pékin d'avoir tenté de pénétrer dans les réseaux d'infrastructures critiques de son pays. Et enfin, alors que l'on se rapproche de la fin de la COP30 au Brésil, on ignore encore qui de la Turquie ou de l'Australie et ses voisins du Pacifique obtiendra le droit d'accueillir les négociations sur le climat de la COP de l'année prochaine. Pour l'Australie, une co-organisation avec le Pacifique contribuerait à atténuer les critiques de sa politique climatique et à solidifier ses liens avec les îles courtisées par la Chine, on l'a vu à l'instant. Pour Ankara, il s'agit davantage de la vision d'Erdogan d'une Turquie en tant qu'acteur du pouvoir mondial, mais si les deux concurrents ne parviennent pas à un accord ce mois-ci, les tâches d'accueil reviendront au secrétariat de la CCNUCC à Bonn, en Allemagne donc. Pour 2027, en revanche, les délégués réunis au Brésil ont désigné l'Éthiopie comme hôte du sommet à venir, battant ainsi la candidature de son rival du Nigeria. Et voici pour cette 165e itération, en espérant qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à vous abonner, mais surtout à prouver, commenter, partager ce numéro s'il vous a plu, c'est toujours apprécié.